Le cadre de la couverture avait l'air d'un simple ornement. Un fil de coton blanc, cousu à la main, qui serpentait le long du bas de la reliure comme si quelqu'un avait voulu border un nid. Je n'y avais jamais prêté attention. Pendant combien d'années avais-je feuilleté ce cahier sans regarder vraiment ce fil? Combien de dimanches avais-je posé mes doigts sur cette couverture en tissu crème sans me demander pourquoi il y avait cette couture supplémentaire tout en bas, cette couture que ma mère n'aurait jamais faite parce que ma mère n'aimait pas les détails inutiles. Elle disait toujours que tout ce qui est cousu doit servir à quelque chose. Alors quand le cahier a glissé de la table, quand il a heurté les tommettes rouges de la cuisine avec ce bruit sourd que font les objets lourds de mémoire, et que la reliure s'est ouverte comme si elle attendait ce moment depuis longtemps, j'ai vu le fil blanc se défaire légèrement. Et derrière ce fil défait, j'ai aperçu un bord de papier. Jaune, plié, caché là depuis je ne savais pas combien de temps. Le monde a basculé d'un seul coup, comme il bascule parfois quand on comprend en une seconde que tout ce qu'on croyait savoir sur sa propre vie n'était qu'une version arrangée de la vérité. Je m'appelle Madeleine Soubeyran. J'ai 74 ans. Je vis au numéro 6 de la rue des Marchands à Albi, dans une maison étroite aux murs de briques rougeâtres que mon mari et moi avions achetée en 1979, l'année où notre deuxième fille avait 2 ans et où notre première venait d'apprendre à lire. Je vous raconte tout cela parce que vous avez besoin de comprendre qui je suis avant de comprendre ce que j'ai découvert ce soir d'octobre où la pluie battait les carreaux de ma cuisine et où mon existence telle que je la connaissais a cessé d'être ce qu'elle était. Avant d'aller plus loin, laissez-moi reprendre mon souffle. Cette partie de l'histoire est difficile à dire à voix haute, même maintenant. Je voudrais vous demander quelque chose. D'où regardez-vous en ce moment? Quelle ville? Quelle région? Mettez-le dans les commentaires parce que je lis chacun d'entre eux et cela compte vraiment pour moi. Et quelle heure est-il chez vous? Est-ce que vous regardez ceci alors que la nuit est déjà tombée? Ou est-ce encore le matin où vous commencez votre journée avec cette vieille femme et ses souvenirs? Appuyez sur ce bouton j'aime si vous ressentez déjà quelque chose. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Et peut-être que celle de demain sera justement celle que quelqu'un que vous aimez a besoin d'entendre. Maintenant, laissez-moi revenir à ce cahier, à ce fil blanc défait, à ce bord de papier jaune que je n'aurais peut-être jamais dû voir. Ma maison de la rue des Marchands est comme moi. Elle a traversé beaucoup de choses, et elle le montre. Les murs de la cuisine ont gardé la couleur du temps, ce beige un peu fatigué qui n'est pas vraiment une couleur choisie, mais une couleur gagnée par les années. L'odeur ici est toujours la même. Beurre et farine et quelque chose de sucré qui s'accroche aux rideaux, au bois des placards, aux joints de carrelage. On m'a proposé plusieurs fois de refaire la cuisine. Ma fille Irène dit que les tommettes rouges sont belles mais froides en hiver et qu'un carrelage moderne serait plus facile à entretenir. Je lui réponds chaque fois la même chose. Ces tommettes ont vu naître mes enfants, ou presque. Elles ont vu mon mari Georges lire son journal chaque matin pendant 32 ans. Elles ont entendu toutes les conversations de cette famille. Je ne les changerai pas. Je suis grande, encore droite malgré l'âge, avec des mains qui ont travaillé toute leur vie et qui le montrent. Des mains de confiseuse, disait mon mari. Des mains qui connaissent la pâte. J'ai les cheveux blancs depuis mes 60 ans, une blancheur franche que je n'ai jamais essayé de cacher parce que ma mère disait que le blanc des cheveux est une dignité qu'on a méritée. Je porte presque toujours un tablier quand je suis chez moi, un tablier bleu à carreaux que j'ai depuis si longtemps que je ne me souviens plus de l'avoir acheté. Il fait partie de moi comme mes mains font partie de moi. Irène est revenue vivre avec moi il y a 3 ans, après la fermeture de la pâtisserie familiale. Elle avait 51 ans et elle portait cette fermeture comme une honte qu'elle n'arrivait pas à déposer quelque part. Je ne lui ai rien dit de difficile ce jour-là. Je lui ai ouvert la porte, j'ai fait chauffer du café et nous avons parlé d'autre chose. C'est comme ça dans cette famille. On parle d'autre chose quand les vraies choses sont trop lourdes. C'était peut-être notre défaut depuis toujours, de préférer le silence utile aux mots qui font mal. Irène est ma fille cadette. Elle a 51 ans, les yeux sombres de son père, et une façon de tenir les épaules légèrement en arrière quand elle est sur la défensive. Une posture que je connais depuis qu'elle avait 7 ans. Elle cuisine bien,
mieux que moi pour certaines choses, mais elle n'a jamais eu la patience des longues préparations. Elle est la fille de l'efficacité, du résultat, de la décision rapide. Sa sœur Juliette était différente. Juliette avait la patience des heures longues. Elle pouvait rester 2 jours sur une recette qui ne lui donnait pas satisfaction. Juliette, ma fille aînée, 53 ans maintenant, si je calcule bien. Je dis si je calcule bien parce que pendant 14 ans, j'ai vécu avec l'image figée d'une femme de 39 ans dans un manteau gris qui m'avait embrassée un matin de novembre et qui n'était plus jamais revenue comme avant. 14 ans. Je dis ce chiffre et il ne devient pas plus réel à force de le répéter. 14 ans d'une fille qui existe quelque part dans le monde mais qui n'est plus là, à cette table, dans cette cuisine, qui sent le beurre et les années. Le cahier de recettes appartenait à ma mère, Élise Vaillat, née Combe, fille de meunier du Tarn. Elle l'avait commencé dans les années 50, à l'époque où on notait les recettes dans de vrais cahiers avec un vrai stylo, à l'encre bleue légèrement pâlie maintenant mais encore lisible. La couverture est en tissu crème, un tissu que je n'ai jamais su identifier exactement, pas tout à fait du lin, pas tout à fait du coton, quelque chose entre les deux qui a la douceur du temps. Les pages sont tachetées de farine et de beurre et de traces rousses que je n'ai jamais cherché à effacer parce que ces traces sont la preuve que les recettes ont été faites, vraiment faites, dans des cuisines réelles par des mains réelles. Ma mère avait une écriture serrée, penchée vers la droite, avec des majuscules élaborées et des finales qui s'allongent. Elle annotait ses recettes dans les marges, en toutes petites lettres, des notes sur ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché, des variantes selon la saison, des remarques sur les fournisseurs. Ce cahier est une autobiographie déguisée en recueil de cuisine. Chaque page est une époque, une maison, une occasion. Ma mère est morte en 2007. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ne verra jamais ce qui s'est passé avec ce cahier. Depuis sa mort, le cahier était resté dans un tiroir de ma commode jusqu'à ce qu'Irène, en rangeant mes affaires lors d'un déménagement de meubles, l'ait trouvé et demandé à le garder. Elle avait l'air tellement soulagée quand je lui avais dit oui. Je n'avais pas vraiment compris pourquoi sur le moment. Je m'étais dit que c'était sa façon à elle de rester proche de sa grand-mère, de garder quelque chose de tangible. Je n'avais pas cherché plus loin. J'aurais dû. Irène gardait ce cahier avec une vigilance qui, maintenant que j'y repense, était légèrement excessive. Il était toujours posé sur l'étagère du bas de la bibliothèque du salon, couverture vers l'avant, comme un objet qu'on surveille du coin de l'œil. Quand des invités le remarquaient et voulaient le feuilleter, Irène intervenait presque immédiatement avec une gentillesse souriante mais ferme. Elle disait que les pages étaient fragiles, que certaines étaient collées entre elles à cause du temps, qu'il valait mieux ne pas les séparer sans précaution. Et quand je m'approchais moi-même, quelque chose dans sa façon de se lever, de proposer du café ou de changer de sujet, me décourageait toujours de m'y attarder. La seule chose qu'elle m'avait dite sur la dernière page était toujours la même phrase, répétée avec une légèreté un peu trop calculée. Elle disait que la dernière page contenait le secret du gâteau aux noix de ma mère, ce gâteau que maman préparait les dimanches d'automne, dense et parfumé à l'eau-de-vie, qui sentait la fête avant même d'être sorti du four. Irène disait que c'était une surprise, qu'elle voulait le refaire un jour pour mon anniversaire, qu'il fallait garder le mystère. Je souriais. Je n'insistais pas. J'aimais l'idée d'une surprise. J'aurais dû me méfier des surprises que les gens gardent trop longtemps. Ce soir d'octobre, la pluie était forte sur Albi. Le genre de pluie qui change la couleur de la cathédrale Sainte-Cécile, qui la fait passer du brick chaud au brick presque violet selon la lumière. J'aime Albi sous la pluie, j'ai toujours aimé ça. La ville se referme un peu sur elle-même, les ruelles se vident, et il y a dans l'air quelque chose de concentré, comme si les pierres respiraient différemment quand les touristes sont rentrés chez eux. Irène était sortie faire des courses. J'étais seule dans la cuisine, je préparais une pâte à tarte pour le lendemain. J'avais sorti quelques livres et cahiers de l'étagère pour retrouver une variante d'une recette, et le cahier de ma mère s'était retrouvé sur la table avec les autres, posé en équilibre sur le bord. Je ne l'avais pas fait exprès. Ou peut-être que si. Peut-être que pendant toutes ces années, il y avait une partie de moi qui voulait regarder. Quand il est tombé, j'ai d'abord pensé l'attraper. Mais mes mains étaient enfarinées et j'ai hésité une fraction de seconde.
Le cahier a heurté les tomettes avec ce bruit sourd. La reliure a frappé le sol en premier, et le tissu crème de la couverture s'est ouvert comme une fleur qu'on force. Et le fil blanc, ce fil cousu au bas de la reliure que je n'avais jamais questionné, ce fil s'est défait sur quelques millimètres. Et j'ai vu le papier jaune. Je me suis agenouillée lentement. Mes genoux ne sont plus ceux de mes 40 ans. J'ai posé les mains sur les tomettes froides et j'ai regardé. Une enveloppe pliée en deux, glissée dans l'épaisseur du tissu de la couverture, maintenue par ce fil cousu à la main avec un soin qui ressemblait à de la dissimulation. L'enveloppe avait jauni, mais elle n'était pas abîmée. Quelqu'un avait pris soin d'elle. Quelqu'un l'avait protégée depuis assez longtemps pour qu'elle prenne cette teinte d'ancien. Je l'ai prise dans mes mains enfarinées. Je me suis relevée. L'odeur de la pluie entrait par le bas de la porte. L'horloge de la cuisine, cette vieille pendule en émail blanc que Georges avait achetée à une brocante de cordes sur ciel, faisait son bruit régulier, son tic-tac patient. Le monde continuait comme s'il ne savait pas ce qui était sur le point de changer. J'ai vu l'écriture sur l'enveloppe. Pas l'écriture de ma mère. Pas l'écriture d'Irène. Une écriture que je n'avais pas vue depuis 14 ans, mais que je reconnaissais comme on reconnaît le visage d'un enfant qu'on a regardé grandir. Ronde, légèrement penchée, avec ce J minuscule qui ressemblait toujours à une vague. C'était l'écriture de Juliette. Il y avait un seul mot sur l'enveloppe. Un seul mot en lettres arrondies, à l'encre bleue, un peu délavé. Maman. J'avais les mains qui tremblaient. Pas de froid. Pas d'émotion encore, l'émotion viendrait après. Mes mains tremblaient parce que le corps comprend avant la tête. Et j'entendais le tic-tac de l'horloge et la pluie sur les vitres et rien d'autre, absolument rien d'autre, parce que le monde s'était réduit à cette cuisine, à ces tomettes rouges, à cette enveloppe jaune entre mes doigts enfarinés. C'est à ce moment qu'Irène est rentrée. Elle a posé ses sacs sur le seuil. Elle a secoué son imperméable. Elle a levé les yeux vers moi et elle a vu l'enveloppe. Et j'ai vu son visage changer. Pas en une seconde. En moins que ça. En une fraction de seconde. La couleur qui quitte les joues, les épaules qui tombent légèrement, de cette façon précise que je connais depuis ces 7 ans. La bouche qui s'ouvre pour parler et qui ne dit rien encore. Elle a traversé la cuisine. Elle a posé sa main sur mon poignet avant que je n'ouvre l'enveloppe. Pas violemment, doucement, comme on arrête quelqu'un au bord d'un escalier. Et elle a dit ces mots que j'entends encore maintenant, que j'entendrai probablement jusqu'à la fin de mes jours. Mamie, s'il vous plaît, si vous lisez ça maintenant, vous allez découvrir que nous avons perdu Juliette pour la mauvaise raison. Je ne me souviens pas exactement de l'ordre dans lequel les choses se sont passées après. Les grandes révélations ont ce caractère étrange de brouiller le temps. On croit se souvenir de tout avec précision, mais en réalité, on se souvient d'images, de sensations, de fragments. Je me souviens de m'être assise, de la chaise qui a grincé, du sac d'Irène encore posé en vrac sur les carreaux. Je me souviens de l'odeur de la pluie sur son imperméable, une odeur de terre mouillée et d'asphalte chaud. Je me souviens que l'horloge continuait son tic-tac comme si de rien n'était, avec cette indifférence sereine des objets qui ne savent pas ce qu'ils témoignent. Je tenais encore l'enveloppe. Irène restait debout devant moi. Elle ne pleurait pas. Irène ne pleure pas facilement. Elle retient les larmes comme elle retient tout le reste, dans un endroit intérieur où personne n'est invité. Mais ses mains, elle les serrait l'une contre l'autre devant elle, ce geste qu'elle a depuis petite, quand elle ne sait pas comment tenir son corps face à quelque chose de difficile. « Dites-moi », lui ai-je dit. Pas une demande. Pas vraiment un ordre non plus. Juste ces 2 mots comme un droit que j'avais, le droit d'une mère qui a attendu 14 ans sans comprendre pourquoi. Elle s'est assise en face de moi, et elle a commencé à parler. Pour vous raconter ce qu'Irène m'a dit ce soir-là, il faut d'abord que je vous raconte qui elle est vraiment. Pas la façade, pas la fille compétente et organisée qu'elle présente au monde, mais la femme que je connais, celle que j'ai vue grandir, celle que j'ai vue se débattre avec ses propres limites d'une façon qui m'a toujours émue, même quand elle m'a mise en colère. Avant de continuer, je dois faire une pause. Parce que ce que je vais vous dire maintenant, je ne l'ai dit à voix haute qu'à très peu de personnes. Et le fait que vous soyez là, à écouter cette vieille femme, cela signifie quelque chose pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable. Un secret de famille, gardé trop longtemps.
Un silence qui a fini par tout changer. Je lis tout. Et si cette histoire vous touche, laissez un j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Il y a une nouvelle histoire chaque jour, et certaines d'entre elles parlent de choses que les gens n'osent pas dire à voix haute. Mais revenons à Irène. Irène est née en 1973, deuxième enfant d'une famille qui fonctionnait sur des équilibres tacites. Juliette était l'aînée, de 2 ans, et elle avait cette présence naturelle des premières-nées, cette façon d'occuper l'espace sans effort. Irène avait dû apprendre à exister autrement. Elle était devenue l'efficace, la gestionnaire, celle qui règle les problèmes avant qu'on ait fini de les poser. Mon mari Georges admirait cette qualité chez elle. Il disait qu'Irène aurait fait une excellente directrice d'usine. Ce n'était pas un compliment ironique. Il le pensait sincèrement. La pâtisserie familiale, la maison Soubeyran, n'avait jamais été prévue comme une affaire au départ. Georges et moi faisions des douceurs pour les voisins, pour les fêtes, pour les baptêmes et les mariages d'adultes, pour les petites célébrations locales. Puis le bouche à oreille avait fait son travail, et en 1988, nous avions ouvert un laboratoire dans un local loué rue de l'Hôtel de Ville. Un vrai laboratoire, avec du matériel professionnel et une petite devanture. Pas grand, mais propre et sérieux. Les 2 filles avaient grandi dans cette pâtisserie. Elles connaissaient le bruit des batteurs à 5 heures du matin, l'odeur du four qu'on préchauffe, la fatigue des journées debout. Juliette aimait créer les recettes. Irène aimait vendre. Elles se complétaient naturellement, comme 2 parties d'une même machine bien réglée. Quand Georges est mort en 2003, la pâtisserie leur est restée à toutes les 2, et j'avais pensé, vraiment cru, que cela les rapprocherait encore davantage. Je me trompais. Mais je ne savais pas encore à quel point. Le gâteau aux noix de ma mère était la recette phare de la maison. Ma mère l'avait mise au point dans les années 60, à partir d'une base ancienne qu'elle avait adaptée avec ses propres proportions, son eau de vie de prune particulière achetée chez un producteur de Gaillac, sa façon de torréfier les noix à sec avant de les incorporer. Ce gâteau avait une texture que les gens ne savaient pas toujours décrire. Dense sans être lourd, parfumé sans être capiteux. Il se gardait 1 semaine sans baisser de qualité, ce qui en faisait un excellent cadeau à emporter. Les clients de la maison Soubeyran en commandaient pour Noël, pour les anniversaires, pour les enterrements aussi, parce que c'est un gâteau qui réconforte. Ce que je ne savais pas, c'est que cette recette avait une histoire commerciale que personne ne m'avait racontée. Irène m'a expliqué ce soir-là, les mains serrées sur la table, la voix posée mais légèrement tremblante dans les aigus, comme une corde qui va craquer. En 2009, la pâtisserie traversait une période difficile. Georges était mort depuis 6 ans. Les charges avaient augmenté. Un concurrent s'était installé à 2 rues de là, avec du matériel moderne et des prix agressifs. Il y avait une dette avec le fournisseur principal, un grossiste de Toulouse nommé Maupas, qui livrait les farines et les fruits secs depuis 10 ans. Maupas avait proposé un accord. Je vous passe les détails techniques, parce qu'Irène me les a expliqués avec des mots de comptabilité que je ne maîtrise pas entièrement. En résumé, Maupas avait proposé de régler une partie de la dette en échange d'un droit d'exploitation commerciale sur 3 recettes de la maison, dont le gâteau aux noix. Un accord qui semblait temporaire. Un arrangement entre professionnels. Irène l'avait signé seule, sans consulter sa sœur, parce que Juliette était en déplacement à Lyon ce mois-là pour une formation en chocolaterie, et parce qu'Irène pensait que c'était une solution provisoire qui ne porterait pas vraiment à conséquence. Elle pensait mal. Les documents signés accordaient à Maupas un droit d'utilisation commerciale de la recette pour une durée indéterminée, renouvelable par tacite reconduction. En clair, Maupas pouvait fabriquer et vendre le gâteau aux noix de ma mère sous sa propre marque. Ce qu'il avait commencé à faire 2 ans plus tard, une fois la dette réglée, sans prévenir, sans rétrocession. Il produisait le gâteau en série, dans un packaging industriel avec un logo doré, et il le vendait dans des épiceries fines de la région. Quand Juliette avait découvert ça, c'était en 2011. Un client lui avait apporté une boîte achetée à Castres, avec l'étiquette « Maupas » dessus, et lui avait demandé si c'était bien leur recette. Juliette avait reconnu la composition au premier coup d'œil. Elle avait appelé Maupas. Maupas lui avait envoyé une copie du contrat. J'imaginais Juliette tenant cette feuille de papier. Son écriture ronde, sa patience des longues heures,
face à un document qui transformait la recette de sa grand-mère en produit commercial appartenant à un grossiste. J'imaginais sa douleur. Et j'imaginais, parce que je connais Juliette, qu'elle avait d'abord cherché une solution avant de chercher un coupable. C'est ce qu'Irène m'a confirmé. Juliette n'était pas venue la confronter immédiatement. Elle avait passé plusieurs mois à réunir des informations. Elle avait consulté un conseiller juridique à Toulouse. Elle avait cherché si le contrat était contestable. Elle avait calculé ce qu'il faudrait pour racheter les droits à Maupas. Elle avait même commencé à mettre de côté des sommes en petits montants sur un compte séparé pour constituer une réserve. Tout cela sans rien dire à personne. Tout cela dans le silence des nuits et des matins avant l'ouverture de la pâtisserie, avec cette patience qui était la sienne et que je n'avais pas suffisamment regardée quand elle était là. Quand elle avait enfin parlé à Irène, en novembre 2012, la conversation avait mal tourné. Ce n'était pas parce que Juliette avait été cruelle. Ce n'était pas parce qu'Irène avait été mauvaise. C'était parce que deux femmes adultes, avec deux caractères opposés, face à une vérité douloureuse, n'ont pas toujours la sagesse de choisir le bon moment pour le dire. Juliette avait dit qu'il fallait tout expliquer à leur mère, qu'on ne pouvait pas continuer à préparer et à vendre le gâteau aux noix comme si c'était encore entièrement le nôtre, alors qu'une partie des droits appartenait à quelqu'un d'autre. Qu'une tradition familiale trahie restait une tradition trahie, même si personne n'en parlait. Irène avait répondu qu'il valait mieux régler le problème avant d'en parler. Qu'inquiéter leur mère avec une erreur qu'on pouvait corriger ne servait à rien. Qu'elle avait besoin de temps, que Juliette devait lui faire confiance. Juliette avait répondu qu'elle ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui avait signé un contrat à sa place sans la prévenir. Et quelque chose s'était cassé. Pas brutalement. Pas avec des cris. Avec cette façon froide qu'ont les vieilles blessures de s'ouvrir quand on les touche sans le vouloir. Des années de petites frictions, de rôles non discutés, de décisions prises par l'une sans l'autre, tout cela avait remonté à la surface ce soir de novembre. Et Juliette avait dit qu'elle avait besoin de partir. Pas pour toujours, pour réfléchir, pour ne pas laisser la colère dicter ses actes. Irène m'avait laissé croire pendant 14 ans que Juliette avait décidé de couper les liens. Elle n'avait pas dit ça explicitement. Elle avait laissé le silence faire le travail. Quand je demandais des nouvelles, elle disait que Juliette n'avait pas répondu, que Juliette avait besoin d'espace, que c'était le choix de Juliette et qu'il fallait le respecter. Et les premières semaines, Juliette avait écrit des lettres à moi, qu'Irène avait interceptées. Ma main sur l'enveloppe jaune s'est resserrée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas eu envie de crier. J'ai eu envie de quelque chose de plus calme et de plus lourd que la colère. J'ai eu envie de comprendre entièrement avant de réagir. Peut-être parce que j'avais 74 ans et que les années apprennent à retenir les réactions immédiates. Peut-être parce que je regardais ma fille en face, ma fille de 51 ans aux épaules tombées et aux mains serrées, et que je voyais la honte sur elle comme une chose physique, un poids réel qu'elle portait depuis des années. Alors je lui ai demandé combien il y avait de lettres. Elle a répondu 3. Les 3 premières semaines. Après, Juliette avait arrêté d'écrire. Ou du moins, elle avait arrêté d'écrire à l'adresse de la maison. Et qu'est-ce qu'elle faisait de ces lettres ? Lui ai-je demandé. Elle m'a regardé avec ses yeux sombres qui ressemblent tellement à ceux de Georges. Elle a dit qu'elle avait gardé la première. Les 2 autres, elle les avait brûlées. Parce qu'elle avait peur. Parce qu'elle se disait que si je lisais ces lettres, je comprendrais la vérité. Et que si je comprenais la vérité, je ne lui pardonnerais jamais ce qu'elle avait fait. Elle avait préféré vivre dans la continuité du silence plutôt que de risquer de perdre à la fois sa sœur et sa mère. Il y a des choses que les enfants font, même adultes, qui nous dépassent complètement. Pas parce qu'on ne les comprend pas, mais parce qu'on ne comprend pas comment ils ont pu croire que c'était la seule solution. Irène avait 51 ans. Elle avait fait des études de gestion. Elle avait géré une affaire pendant des années. Et elle avait pris la décision d'une enfant terrorisée, d'une petite fille qui cache une bêtise sous le tapis en espérant que personne ne le trouvera. Je lui ai tendu l'enveloppe, pas pour lui reprocher, pour lui dire que c'était l'heure, maintenant, qu'on ne pouvait plus attendre. Elle a pris l'enveloppe, elle a regardé l'écriture de Juliette,
et elle a posé l'enveloppe sur la table entre nous, comme un objet qu'on remet à sa place. Elle m'a dit que la lettre était à moi, qu'elle avait attendu 14 ans que ce moment arrive, et que si elle avait cousu cette lettre dans la reliure du cahier, c'était parce qu'elle n'avait pas eu le courage de la détruire comme les autres, mais qu'elle n'avait pas eu non plus le courage de me la donner directement. Elle l'avait mise là, en se disant qu'un jour, peut-être, elle trouverait comment. Ou peut-être que le cahier ferait le travail à sa place. Le cahier avait fait le travail. J'ai ouvert l'enveloppe avec les mains qui tremblaient toujours. Le papier était épais, un papier de bonne qualité que Juliette achetait dans une papeterie de Toulouse. L'écriture ronde avec son J en vague. L'encre bleue un peu délavée par les années. Et la date. Le 18 novembre 2012. Je n'ai pas lu la lettre à voix haute ce soir-là. Je ne vous la lirai pas entièrement maintenant non plus. Mais il y avait une phrase au début, après Maman chérie, une phrase qui m'a fait poser le papier sur mes genoux et regarder le plafond de ma cuisine pendant longtemps. Maman, si tu lis cette lettre un jour, sache que je ne suis pas partie parce que je ne t'aimais plus, mais parce qu'on m'a demandé de protéger une histoire qui n'était plus honnête. Je suis restée avec cette phrase dans les mains pendant ce qui m'a semblé être très longtemps. L'horloge tic-taquait. La pluie avait faibli dehors. Irène ne disait rien. Et moi je pensais à tous ces dimanches d'automne où j'avais préparé le gâteau aux noix de ma mère dans cette cuisine, à l'odeur des noix qui torréfient, à la façon dont la maison entière changeait d'atmosphère quand ce gâteau était dans le four. À combien de fois j'avais dit autour de la table que ce gâteau c'était la continuité de quelque chose, un fil entre les générations, quelque chose qui nous appartenait et que rien ne pourrait prendre. Et pendant tout ce temps, une partie de l'histoire était cachée dans le fond d'une reliure en tissu crème. Je vous raconterai la suite. Ce qui s'est passé après cette soirée. Comment j'ai retrouvé Juliette. Comment nous avons toutes les trois fait face à ce que nous avions à faire. Mais avant ça, j'ai besoin de vous demander encore une fois d'où vous regardez. Parce que je lis vraiment les commentaires, et vous n'imaginez pas ce que cela représente pour une femme de mon âge de savoir que quelqu'un quelque part écoute vraiment. Quelle est votre ville? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et si vous connaissez quelqu'un qui a vécu le silence dans une famille, qui a gardé quelque chose trop longtemps par peur de faire mal, dites-le moi. Partagez cette histoire avec eux si vous pensez qu'ils en ont besoin. Abonnez-vous si vous voulez entendre ce qui vient ensuite. Parce que ce que j'ai découvert après avoir lu cette lettre, c'est que le cahier de recettes de ma mère cachait encore quelque chose que je n'avais pas vu. Il y avait une phrase écrite à la dernière page du cahier. Pas dans l'écriture d'Irène. Pas dans l'écriture de Juliette. Dans l'écriture de ma mère, cette écriture serrée et penchée avec les majuscules élaborées. Une phrase que ni l'une ni l'autre n'avait mentionnée. Une phrase que je n'avais jamais lue parce que je n'avais jamais eu accès à cette dernière page. Une phrase qui allait changer le sens de tout ce qui s'était passé. Ce soir-là, je n'ai pas encore su ce qu'elle disait. Irène m'a seulement regardée et m'a dit qu'il fallait aller à Toulouse, qu'il y avait quelqu'un qu'elle voulait que je rencontre. Un homme nommé Maître Alban Rieux, médiateur juridique, 57 ans, spécialisé dans les conflits familiaux autour du patrimoine et des affaires. Et qu'il y avait aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 14 ans. Quelqu'un qui vivait maintenant à Cahors et qui restaurait des livres de cuisine anciens. Juliette était revenue dans la région. Elle était revenue depuis 2 ans. Et elle attendait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Ce n'est pas une façon de parler. Ce n'est pas l'expression commode qu'on utilise pour dire qu'on a mal dormi. Je n'ai littéralement pas fermé les yeux de la nuit. Je me suis levée à 3 heures du matin, j'ai mis mon peignoir, j'ai chauffé du lait sur le gaz parce que le lait chaud est le remède de ma génération contre tout ce qu'on ne peut pas résoudre autrement. Et je me suis assise à la table de la cuisine avec le cahier de recettes de ma mère posé devant moi. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite, je l'ai juste regardé. La couverture en tissu crème avec la couture défaite sur le bas, ce fil blanc qui pendait maintenant comme quelque chose qui ne peut plus être rattaché. L'horloge en émail blanc faisait son tic-tac patient. Dehors, la pluie avait complètement cessé et Albi était silencieuse avec ce silence particulier des villes endormies où même les chats semblent retenir leur passage. Je pensais à Juliette dans un appartement de Cahors que je n'avais jamais vu. Je pensais à ses mains sur des livres anciens,
ces mains qui connaissaient la pâte à gâteau et qui connaissaient maintenant la reliure et le papier ancien. Je pensais à ces 2 ans pendant lesquels elle était revenue dans la région sans me prévenir. 2 ans. Elle avait traversé le même département. Elle avait peut-être roulé sur les mêmes routes. Et elle avait attendu. Attendu quoi exactement? Que le temps soit bon. Que le courage vienne. Que quelqu'un fasse le premier geste. Que le cahier tombe. Je pensais à Irène dans sa chambre au bout du couloir. Dormait-elle? Je ne crois pas qu'elle dormait non plus. J'entendais parfois un mouvement, un craquement du plancher. Nous étions 2 femmes éveillées dans la même maison à quelques mètres, l'une de l'autre, séparées par un mur et par toutes ces choses qui n'avaient pas été dites. Ma mère avait une expression pour les nuits comme ça. Elle disait que c'est la nuit qui fait le ménage, que tout ce qu'on n'a pas réglé dans la journée, la nuit le sort de ses cachettes et le pose sur la table pour qu'on le voie enfin. Je n'avais jamais compris ce qu'elle voulait dire exactement. Cette nuit-là, j'ai compris. Je suis née en 1951, à Carmaux, une ville minière du Tarn, à une 30aine de kilomètres d'Albi. Mon père travaillait à la mine, comme son père avant lui, et ma mère faisait des ménages chez les familles qui avaient une maison avec un étage. Nous n'étions pas pauvres, mais nous n'avions pas de marge. Chaque chose avait son prix, et chaque prix était discuté avant d'être payé. Ma mère préparait des gâteaux le dimanche parce que c'était le seul luxe qu'elle pouvait s'offrir sans dépenser d'argent. Le luxe de transformer des choses simples, la farine et les œufs et le sucre, en quelque chose de beau. J'ai grandi dans une maison où on ne parlait pas beaucoup de ce qu'on ressentait. Ce n'était pas une maison froide, c'était une maison pratique. Les émotions se lisaient dans les actes. Mon père qui se levait 1 heure plus tôt le matin de mon anniversaire pour aller chercher des croissants à la boulangerie. Ma mère qui repassait mes vêtements du dimanche avec une attention particulière quand elle savait que j'avais quelque chose d'important. On ne disait pas « je t'aime » très souvent dans cette maison, mais on le montrait de ces façons précises et concrètes que je n'ai compris que beaucoup plus tard. J'ai rencontré Georges Soubeyran en 1969 à une fête de village à Saint-Juéry. Il venait d'une famille de commerçants d'Albi, des gens qui savaient tenir des comptes et traiter avec les fournisseurs, et il avait cette façon directe et tranquille de regarder les gens qui m'avaient impressionné dès le premier soir. Nous nous sommes mariés en 1971. Juliette est née en 72, Irène en 73. 2 filles en 2 ans. La maison de la rue des Marchands était déjà notre maison depuis peu, achetée avec un emprunt remboursé pendant 20 ans sur des fins de mois serrées. Ce que je veux vous dire sur cette époque, c'est que nous avions construit quelque chose. Pas de grandes choses. Des choses à hauteur humaine. Une maison, une famille, un travail, une réputation dans la ville. Et ce que j'avais mis dans ce que nous avions construit, c'est toute l'énergie que j'avais. Il ne restait plus beaucoup d'espace pour les questions que je n'osais pas poser, pour les silences que je n'osais pas briser, pour les vérités que je préférais ne pas regarder en face. J'aurais dû insister davantage quand Juliette est partie. Je le sais maintenant, et je le savais peut-être alors, quelque part dans la partie de moi qui remarque, mais qui choisit de ne pas remarquer. Quand Irène me disait que Juliette n'avait pas répondu à ses messages, j'aurais dû appeler moi-même. Quand le premier Noël est passé sans elle, j'aurais dû traverser la France s'il le fallait pour trouver ma fille. Au lieu de cela, j'avais accepté le récit qu'on me tendait. Juliette avait besoin d'espace. Juliette traversait quelque chose de difficile. Juliette avait fait ses choix. Comme si une mère pouvait vraiment accepter que sa fille ait choisi de disparaître. Comme si je n'avais pas passé des nuits à me demander où elle était, si elle avait chaud, si elle mangeait. Mais accepter le récit était plus facile que d'affronter ce qu'il cachait. Et moi aussi, à ma façon, j'avais préféré le silence utile. C'est pour ça que cette nuit-là, assise avec mon lait chaud devant le cahier de ma mère, je ne pouvais pas me présenter uniquement comme une victime de l'histoire. J'avais mes propres parts, mes propres abdications, ma propre façon de ne pas regarder là où regarder faisait trop mal. Le lendemain matin, Irène s'est levée avant moi pour la première fois depuis des mois. Elle avait l'air de quelqu'un qui a pris une décision dans la nuit, ce visage légèrement différent qu'ont les gens quand une résolution a remplacé quelque chose d'autre. Elle avait préparé du café fort et 2 tartines avec du beurre et de la confiture de prunes, la confiture que je fais chaque automne avec les prunes du jardin de ma voisine Mathilde.
Elle avait posé tout ça sur la table avec une précision qui ressemblait à une façon de s'excuser sans utiliser le mot. Elle m'a dit qu'elle avait contacté Maître Rieu, que le rendez-vous était possible dès la semaine suivante à Toulouse, et que Juliette avait été prévenue. J'ai voulu savoir comment Irène était en contact avec Juliette, si Juliette avait coupé les liens. Irène a regardé sa tasse de café. Elle a dit qu'elle s'envoyait des nouvelles de temps en temps depuis environ 1 an. De courtes nouvelles. Pas vraiment une réconciliation. Plutôt 2 femmes qui se tâtent à distance, qui vérifient si l'autre est prête, qui attendent le bon moment sans savoir quel est le bon moment. Juliette savait donc depuis 1 an qu'Irène habitait avec moi. Et elle attendait quand même. J'ai bu mon café. J'ai mangé ma tartine. Et j'ai dit à Irène que nous irions à Toulouse, que je voulais voir Maître Rieu, mais que je voulais d'abord aller à Cahors, seule, avant la médiation, avant les documents et les explications officielles, avant tout le côté formel des choses. Irène a hoché la tête. Elle a dit qu'elle comprenait, et j'ai cru qu'elle comprenait vraiment. Mes jambes portent encore ma vie entière, même si elles ne sont plus aussi rapides qu'avant. Je suis montée en voiture 3 jours plus tard, un mardi matin de début novembre, par une route que je connais bien, la nationale qui longe le Tarn avant de monter vers le Lot. Les vignes étaient rousses et or sur les coteaux. Le ciel était propre comme il est parfois en automne dans cette région, un bleu décidé qui n'a rien à prouver. J'avais mis le cahier de recettes dans un sac en tissu sur le siège passager. Je ne sais pas pourquoi je l'avais emporté. Peut-être parce qu'il était devenu une sorte de personnage dans l'histoire. Peut-être parce que je voulais que Juliette le voie. Peut-être parce que je n'arrivais pas à le laisser seul dans la maison. Cahors est à environ 90 km d'Albi, 1h30 par les routes de campagne. J'avais l'adresse qu'Irène m'avait donnée. Une rue derrière la cathédrale Saint-Étienne, dans le quartier ancien, un appartement au premier étage d'un immeuble à la façade en calcaire blanc. J'avais appelé Juliette la veille. La conversation avait duré 3 minutes et demie. « Bonjour, maman. »« Bonjour, ma chérie. Je voudrais venir te voir. »« Je sais. Demain. »« D'accord. » 3 minutes et demie pour 14 ans de silence. C'est à la fois trop court et la seule façon possible que cela pouvait être. Je dois m'arrêter une seconde ici, parce que je réalise que je vous demande de voyager avec moi sur cette route du Tarn au Lot et que je voudrais savoir si vous êtes encore là. D'où regardez-vous en ce moment? Est-ce que l'une de ces histoires vous touche? Cette façon qu'ont les familles de se raconter des récits qui protègent tout le monde et blessent tout le monde en même temps. Mettez votre ville dans les commentaires. Mettez une simple phrase si vous avez envie de dire quelque chose. Et si vous n'avez pas encore appuyé sur ce bouton « J'aime », faites-le maintenant parce que cela dit à cette vieille femme que son histoire vaut la peine d'être racontée. Abonnez-vous si vous voulez entendre la suite, parce que ce que j'ai trouvé en arrivant chez Juliette et ce qui s'est passé dans la petite salle de médiation de Toulouse, c'est la partie de l'histoire qui m'a le plus appris sur moi-même. Et il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Maintenant, laissez-moi vous ramener dans cette rue de Cahors. L'immeuble avait une grande porte en bois sombre avec un heurtoir en fer forgé. J'ai sonné à l'interphone. La voix de Juliette a dit « Entrez », sans prénom, sans maman, juste entrer, et j'ai poussé la porte. L'escalier sentait la cire et quelque chose d'autre, quelque chose de légèrement acide que je n'ai pas identifié tout de suite. La colle des reliures, j'ai compris plus tard. Juliette travaillait chez elle, dans un atelier qu'elle avait aménagé dans l'ancienne chambre de bonne au fond de l'appartement. Elle était sur le palier du premier étage quand je suis arrivée en haut des marches. Ma fille aînée, 53 ans. Je cherchais la femme de 39 ans du manteau gris et je trouvais quelqu'un de différent et de reconnaissable à la fois, comme tous les gens qu'on n'a pas vus pendant longtemps. Elle avait coupé ses cheveux. Elle avait des fils gris aux tempes. Elle était un peu plus mince qu'avant. Mais ses yeux étaient les mêmes yeux clairs que son père, avec ce fond d'attention tranquille qui avait toujours été sa façon à elle d'être dans le monde. Nous nous sommes regardés pendant un moment qui n'avait pas de durée mesurable. Et puis je me suis avancée et je l'ai prise dans mes bras. Elle était rigide d'abord, cette façon qu'ont les gens qui ont trop longtemps protégé leur corps du contact, et puis quelque chose s'est défait en elle et elle s'est laissée aller contre moi. Elle sentait le papier ancien et une eau de toilette légère que je ne connaissais pas. Elle était ma fille et elle était une étrangère. Elle était les deux à la fois
et c'était supportable. Nous sommes entrés dans l'appartement. C'était un appartement de quelqu'un qui vit seul et qui aime les choses soigneusement placées. Des livres partout, des livres anciens pour la plupart, empilés avec une logique que je n'ai pas cherché à comprendre. Une grande table de travail couverte d'outils que je ne connaissais pas, des spatules minces, des pots de colle, des morceaux de tissu et de cuir, des cahiers ouverts avec des notes. Une fenêtre qui donnait sur les toits et sur le clocher de la cathédrale. Elle m'a fait du thé. Elle avait du thé de plusieurs sortes, rangé dans des boîtes en métal sur une étagère de la cuisine. Elle a préparé 2 tasses sans demander lequel je préférais, comme si elle savait encore ce que j'aimais. Un thé légèrement fumé, pas trop fort. C'était exactement ce que j'aurais choisi. Nous avons parlé pendant 4 heures. Je vous dis la durée parce qu'elle me surprend encore. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir tant à se dire après tant d'années de silence. Ou peut-être que c'est précisément parce qu'il y avait eu tant de silence qu'il y avait tant à dire. Elle m'a raconté ses 14 ans, pas dans l'ordre, pas de façon organisée, comme les vraies conversations, avec des digressions et des retours en arrière et des silences en milieu de phrases. Elle avait d'abord vécu à Montpellier, puis à Bordeaux, puis elle avait trouvé Cahors presque par accident, en passant, et quelque chose dans la lumière de cette ville sur le lot lui avait dit « reste ». Elle avait appris la restauration de livres anciens en commençant comme apprentie chez un artisan de Bordeaux. Elle avait un réseau de clients maintenant, des bibliothèques, des collectionneurs, des particuliers qui lui confiaient des ouvrages précieux. Elle vivait simplement, et elle avait l'air, je ne sais pas comment dire autrement, elle avait l'air d'une femme qui a trouvé le bon endroit pour elle-même. Ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'elle ne parlait pas avec amertume. Elle avait de la tristesse, oui, une tristesse posée et adulte pour toutes ces années loin, pour les moments manqués, pour les hivers sans la famille, mais pas d'amertume. J'avais préparé une version de cette conversation où je devrais contenir sa colère ou m'en protéger. Cette version n'a pas eu lieu. Elle m'a dit quelque chose que j'ai mis du temps à entendre vraiment. Elle m'a dit que partir avait été une erreur dans la façon dont elle l'avait fait. Qu'elle aurait dû venir me voir directement, moi, sa mère, au lieu de laisser le conflit avec Irène décider pour elle. Qu'elle était partie en partie parce qu'elle ne voulait pas me faire de peine, et qu'en partant sans vraiment m'expliquer, elle m'avait fait exactement le peine qu'elle voulait éviter. Que c'est ainsi que fonctionnent souvent les décisions prises sous le coup de la douleur. On fait l'opposé de ce qu'on voulait faire. J'ai pensé à Irène qui avait signé ce contrat pour sauver la pâtisserie et qui avait ensuite caché ce qu'elle avait fait pour éviter une confrontation et qui s'était retrouvée à perdre sa sœur et à vivre avec sa honte pendant 10 ans avant de perdre aussi la pâtisserie. J'ai pensé à moi qui avais accepté le récit du silence pour ne pas avoir à regarder en face ce que le silence signifiait vraiment. Nous avions toutes les 3, chacune à notre façon, fait l'opposé de ce que nous voulions faire. C'est peut-être ce qu'on appelle une famille. Pas une unité de gens parfaits qui se comprennent toujours. Un groupe d'individus qui s'aiment et qui se ratent régulièrement et qui essaient quand même. J'avais apporté le cahier dans son sac en tissu. Je l'ai posé sur la table entre nous. Juliette l'a regardé sans y toucher. Elle a dit qu'elle le reconnaissait, qu'elle savait qu'il était là, dans la maison, depuis la mort de grand-mère. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a arrêtée. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais lu la dernière page du cahier. Bernadette Vidal nous a retrouvés le surlendemain dans un café du centre d'Albi, pas loin de la cathédrale. Bernadette avait 69 ans, des cheveux argent coupés courts et des mains qui ressemblaient aux miennes, des mains de confisseuse avec ces petites brûlures anciennes sur les poignets que laissent les fours et les casseroles de sucre chaud. Elle avait travaillé avec nous pendant 12 ans, de 1990 à 2002, avant de partir s'installer à Gaillac, où elle avait ouvert son propre atelier de confiseries artisanales. Bernadette était une femme qui avait vu les choses de l'intérieur. Elle avait été là pendant les belles années de la pâtisserie et pendant les premières années difficiles après la mort de Georges. Elle avait assisté à des conversations et à des non-conversations. Elle avait entendu des choses sans chercher à les entendre. Et quand Irène lui avait demandé de nous rencontrer pour nous dire ce dont elle avait été témoin, elle était venue sans hésiter. Ce qu'elle nous a dit confirmait ce qu'Irène avait raconté, mais ajoutait des couches que je n'avais pas. Bernadette se souvenait de Juliette pendant les mois qui avaient précédé son départ.
Elle se souvenait de l'avoir vu arriver tôt le matin au laboratoire, les yeux cernés, travaillant sur des papiers qui n'étaient pas des recettes. Elle se souvenait d'une conversation téléphonique qu'elle avait surprise sans le vouloir. Juliette qui parlait à voix basse dans le couloir de service, des mots comme accord commercial et droit et mots passe et ce n'est pas juste. Elle se souvenait aussi d'avoir vu Juliette ranger une enveloppe dans son sac avec une expression sur le visage qu'elle ne savait pas comment nommer, quelque chose entre la résolution et le chagrin. Et elle se souvenait d'autre chose, quelque chose qu'elle n'avait dit à personne parce que personne ne lui avait posé la question directement. Elle se souvenait d'avoir vu Juliette, environ 3 semaines avant son départ, entrer dans la pâtisserie un soir après la fermeture avec le cahier de recettes sous le bras. Bernadette était encore là à ranger le matériel. Juliette lui avait dit bonsoir, lui avait souri, et était montée dans le bureau du premier étage où se trouvait la machine à coudre qu'on utilisait pour les sacs et les emballages. Bernadette était repartie chez elle 20 minutes plus tard. Elle n'avait pas pensé à demander ce que Juliette faisait là-haut. Juliette avait cousu la lettre dans la reliure elle-même. Pas Irène. Juliette. J'ai regardé ma fille aînée en face de moi dans ce café. Elle tenait sa tasse de café à 2 mains et elle avait les yeux légèrement brillants, mais elle ne pleurait pas. Et j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris jusque-là. Juliette avait mis cette lettre dans le cahier elle-même. Irène n'avait pas intercepté cette lettre-là. Elle n'avait pas eu à le faire. Juliette avait décidé de la mettre dans l'endroit où elle savait qu'il y avait le moins de chances que je la trouve tout de suite, parce qu'Irène gardait le cahier et qu'Irène ne le laisserait pas traîner. Elle l'avait mise là comme on met quelque chose dans un coffre dont on n'a pas encore décidé si on l'ouvrira, comme une porte de secours pour un avenir incertain. Et puis elle était partie, en espérant peut-être que le cahier ferait le travail quand le moment serait venu. Le moment était venu. Maître Alban Rieux avait son cabinet dans un immeuble du centre de Toulouse, rue de la Dalbade, à 2 pas du quartier Saint-Cyprien. Un bâtiment haussmannien, reconverti, avec de hautes fenêtres et un ascenseur qui prenait son temps. La salle de médiation était une pièce claire, ni froide, ni trop chaleureuse, avec une grande table ovale en bois clair, des chaises confortables et une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure avec un tilleul dont les dernières feuilles d'octobre tenaient encore. Sur la table, une carafe d'eau, des verres, une boîte de mouchoirs posée discrètement dans un coin. Les médiateurs pensent à tout. Maître Rieux avait 57 ans et une façon d'entrer dans une pièce qui mettait les gens à l'aise sans qu'ils fassent rien de particulier pour ça. Une présence tranquille, des lunettes à monture fine, des mains calmes. Il avait expliqué au téléphone que son rôle n'était pas de juger et n'était pas de décider. Son rôle était de créer les conditions pour que les gens puissent se parler. Il avait dit cela simplement, sans emphase, comme quelqu'un qui a passé sa vie à dire des choses simples dans des situations compliquées. Nous nous sommes retrouvés toutes les 3 dans cette salle pour la première fois depuis 14 ans. Je dis retrouvés, mais c'est un mot qui implique qu'on s'était perdu par accident. Ce n'était pas tout à fait ça. C'était plus complexe que ça. C'étaient 3 femmes d'une même famille qui avaient contribué, chacune à sa façon, à construire la distance qui les séparait. Irène était arrivée la première. Elle portait un tailleur bleu marine qu'elle mettait pour les choses officielles depuis des années. Celui qu'elle avait mis pour l'enterrement de son père, pour la signature des papiers de la pâtisserie, pour les rendez-vous bancaires difficiles. Un tailleur de circonstances graves. Elle avait les mains serrées sur ses genoux quand je l'ai retrouvée dans la salle d'attente. Juliette est arrivée à l'heure exacte, ni en avance ni en retard, avec ce respect du temps qui avait toujours été le sien. Elle portait un manteau de laine gris. Pas le même que celui de son départ, mais la même couleur. Je ne sais pas si c'était conscient ou non. Elle avait un sac en bandoulière et elle tenait quelque chose dans sa main, une pochette cartonnée beige qui contenait visiblement des documents. Le moment où Irène et Juliette se sont regardées en entrant dans la salle de médiation, je ne saurais jamais le décrire avec les mots exacts qu'il mériterait. Ce n'était pas un regard de retrouvailles chaleureuse. Ce n'était pas un regard de confrontation froide. C'était quelque chose entre les deux, quelque chose de très adulte et de très fatigué, le regard de 2 personnes qui ont porté longtemps quelque chose de lourd et qui savent que ce qu'elles vont faire maintenant va être difficile mais nécessaire. Maître Rieux a proposé que chacune parle à son tour sans être interrompue. Il a dit qu'il prendrait des notes et qu'il guiderait la conversation si nécessaire, mais que l'essentiel viendrait d'elle, de nous.
Il a dit que la médiation n'était pas un tribunal, qu'il n'y avait pas de verdict ici, qu'il y avait seulement des personnes et des vérités et la possibilité de trouver un chemin. J'avais apporté le cahier de recettes. Je l'avais posé sur la table dans son sac en tissu avant même de m'asseoir, parce que je voulais qu'il soit là, visible, présent, comme un quatrième personnage à cette réunion. Irène a parlé en premier. Elle a parlé pendant longtemps, sans notes, en regardant tantôt la table, tantôt le tilleul par la fenêtre. Elle a raconté le contrat avec Maupas avec des détails précis, les chiffres, les dates, les clauses. Elle a raconté la conversation avec Juliette en novembre 2012 avec une honnêteté qui m'a surprise, n'omettant rien de ce qu'elle avait dit et de ce qu'elle n'aurait pas dû dire. Elle a raconté les lettres interceptées, les 2 brûlées et la première gardée. Elle a raconté les années avec leur poids et leur honte. Elle n'a pas demandé à être comprise, elle a juste raconté. Quand elle a fini, il y avait un silence dans la salle qui avait une texture particulière. Pas un silence gêné. Un silence de quelque chose qui vient d'être posé sur une table après avoir été porté trop longtemps. Maître Rieu a regardé Juliette. Elle a hoché la tête, et elle a commencé à parler. Avant de vous raconter ce que Juliette a dit dans cette salle, je dois faire une pause, parce que je réalise que je vous emmène dans un endroit de ma vie que je n'ai jamais montré à personne. Et le fait que vous soyez encore là, que vous ayez suivi cette histoire jusqu'ici, cela compte pour moi plus que vous ne l'imaginez. Alors, dites-moi où vous en êtes. Quelle heure est-il chez vous? Est-ce que quelqu'un dans votre famille vous a traversé l'esprit pendant que vous écoutiez? Quelqu'un avec qui vous avez un silence qui dure depuis trop longtemps? Mettez quelque chose dans les commentaires, même un seul mot. Je lis tout. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait penser à quelque chose de vrai dans votre propre vie, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une histoire ici chaque jour, et certaines d'entre elles sont peut-être celles que vous attendiez d'entendre. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que Juliette a dit. Juliette a parlé différemment d'Irène. Là où Irène avait raconté les faits avec une précision presque documentaire, Juliette a raconté ce qu'elle avait ressenti. Non pas à la place des faits, mais avec les faits, tissés dedans, comme on tisse la couleur dans un tissu. Elle a dit que ce qui l'avait blessée le plus, ce n'était pas le contrat. Pas vraiment. Ce qu'elle n'avait pas réussi à supporter, c'était la sensation que la pâtisserie, la recette, le gâteau aux noix, toute cette tradition qu'elles avaient reçue de leur grand-mère et de leur mère, tout cela continuait d'être présenté comme quelque chose d'intact alors que quelque chose à l'intérieur était abîmé. Elle ne supportait pas l'idée de préparer un gâteau qui appartenait en partie à quelqu'un d'autre et de le servir à des gens en laissant entendre que rien n'avait changé. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant que cette réaction était peut-être disproportionnée. Qu'il y avait eu une faute, oui, mais une faute commise sans malveillance, dans la panique d'une situation financière difficile, par quelqu'un qui essayait de sauver ce que leurs parents avaient construit ensemble. Qu'elle avait mis des années à accepter que les erreurs des gens qu'on aime ne sont pas des trahisons délibérées, mais souvent des mauvaises décisions prises dans la peur. Elle a dit que partir avait été sa façon à elle de ne pas avoir à choisir entre la colère et la complicité, qu'elle n'avait pas trouvé d'autre espace. Puis elle a ouvert sa pochette cartonnée et elle a posé des documents sur la table. Il y avait les recettes originales, des copies de la main de ma mère avec des dates, des lettres échangées avec Maupas dans les mois qui avaient suivi la découverte du contrat, des lettres montrant que Juliette avait bien tenté de négocier un rachat des droits, des relevés de petites sommes mises de côté, montrant qu'elle avait commencé à épargner dans cette direction, et un document plus récent, préparé avec un conseiller juridique de Cahors, évaluant la situation actuelle des droits commerciaux et les options possibles pour les familles. Pendant 14 ans, Juliette avait continué à travailler sur ce problème. À distance, sans en parler, mais elle y avait continué, parce qu'elle n'avait pas réussi à lâcher ça non plus. Maître Rieu a pris le temps de lire les documents. Il a posé quelques questions techniques que je n'ai pas toutes bien suivies. Et puis, il a dit quelque chose de simple. Il a dit que la situation était réparable, pas facile à réparer, pas sans coût, sans effort, sans patience, mais réparable. C'est là qu'Irène a pleuré. Pour la première fois depuis le début, pas bruyamment.
Irène ne pleure pas bruyamment. Des larmes qui sont descendues sans qu'elle les essuie tout de suite, comme si les essuyer aurait été une façon de nier qu'elles étaient là, et qu'elle voulait qu'elles soient vues cette fois. Et c'est là, dans ce silence après les larmes d'Irène, que Maître Rieux a demandé si quelqu'un voulait ouvrir le cahier. Je l'avais posé sur la table dans son sac en tissu. Tout le monde l'avait regardé depuis le début de la réunion sans en parler directement. Comme quelque chose qu'on sait être là, mais qu'on n'ose pas toucher avant que ce soit le bon moment. J'ai sorti le cahier du sac. La couverture en tissu crème avec le fil blanc défait sur le bas. Je l'ai ouvert à la dernière page. Ma mère avait une écriture serrée et penchée. La dernière page du cahier était moins remplie que les autres. Pas de recettes, pas de notes dans les marges. Juste quelques lignes, datées du mois de juin 1997, 2 ans avant le début de la pâtisserie familiale. J'ai lu à voix haute. Ma voix n'était pas tout à fait stable, mais elle tenait. Ma mère avait écrit ceci. « Une recette n'appartient à la famille que tant que personne ne s'en sert pour faire taire quelqu'un d'autre. » Le silence dans la salle avait changé de nature. J'ai relu la phrase. « Une recette n'appartient à la famille que tant que personne ne s'en sert pour faire taire quelqu'un d'autre. » Ma mère, Élise Vaillat née Combe, fille de meunier, femme qui ne gaspillait pas les mots, avait écrit cette phrase sur la dernière page de son cahier en 1997. Je n'avais aucune idée de ce qui l'avait amenée à écrire ça ce jour-là. Je ne le saurais jamais puisqu'elle était morte depuis 17 ans. Peut-être une conversation entendue. Peut-être une intuition. Peut-être qu'elle savait des choses sur la nature humaine que les vies longues apprennent à savoir et qu'elle avait voulu laisser quelque chose derrière elle pour les imprévus. Ce que je sais, c'est que cette phrase avait tout changé dans cette salle. Parce qu'elle ne désignait personne. Parce qu'elle ne condamnait personne. Parce qu'elle disait juste une vérité et la laissait là, disponible pour ceux qui en auraient besoin. Juliette a tendu la main et a posé ses doigts sur le bord du cahier. Pas pour le prendre. Juste pour le toucher. Irène regardait la fenêtre et le tilleul avec ses dernières feuilles d'octobre. Et Maître Rieux a dit, doucement, que peut-être c'était un bon point de départ. Les semaines qui ont suivi la médiation ont été ce qu'on pourrait appeler le travail lent. Pas le travail dramatique des grandes révélations qui changent tout en une nuit. Le travail des petites choses qu'on remet à leur place une par une. Maître Rieux avait orienté Irène vers un avocat spécialisé pour examiner les options concernant le contrat avec Maupas. La situation était complexe et ne se résoudrait pas rapidement, mais elle n'était pas sans issue. Il y avait des arguments sur la nature des droits cédés, sur la durée indéterminée de l'accord, sur l'absence d'informations préalables données à la co-gérante qui était Juliette. Rien d'immédiat, mais quelque chose de possible. Ce qui m'importait plus que les documents légaux, c'était autre chose. C'était ce qui s'était passé dans cette salle quand les mots avaient finalement été dits. Pas que tout avait été réparé. Les 14 années n'étaient pas effacées. La confiance abîmée ne se reconstitue pas en une réunion. Mais quelque chose avait été posé sur la table et n'avait pas détruit ceux qui l'avaient posé. Il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie et que ces événements ont confirmé. Les secrets ne gardent pas les familles intactes. Ils font l'inverse. Ils rongent de l'intérieur ce qu'ils prétendent protéger à l'extérieur. Et au bout d'un moment, il ne reste plus qu'une façade sans rien derrière. Ce que je veux vous dire maintenant, et j'arrive vers la fin de cette partie de l'histoire, c'est que ma mère avait raison. Les recettes n'appartiennent à la famille que si elles ne servent pas à faire taire. Et les histoires de famille n'appartiennent à la famille que si elles ne servent pas non plus à cacher ce qui a été fait au nom de l'amour, mais qui a blessé quand même. Avant de terminer cette partie, je voudrais vous poser une dernière question pour ce soir. Si vous avez un silence dans votre famille, un silence qui dure depuis trop longtemps, un sujet qu'on ne touche pas parce qu'on a peur de ce qu'on trouvera dessous, est-ce que vous pensez que le bon moment viendra tout seul? Est-ce que vous attendez que quelqu'un d'autre fasse le premier geste? Mettez quelque chose dans les commentaires, même une seule ligne. Parce que je crois que beaucoup d'entre vous qui regardez cette histoire ont leur propre version du cahier de recettes, leur propre fil cousu sur une reliure, leur propre dernière page qu'on n'a pas lue. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si cette histoire a touché quelque chose en vous. Partagez-la avec quelqu'un qui en a peut-être besoin. Abonnez-vous si vous voulez entendre la suite.
Parce que ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi cette réunion à Toulouse, ce que Juliette a apporté la première fois qu'elle est revenue à Albi, et ce que nous avons décidé de faire avec le cahier, c'est la partie de l'histoire qui m'a réconciliée avec beaucoup de choses. Et il y a une histoire ici chaque jour. Depuis le cœur de cette vieille femme au vôtre, merci d'être là. Le premier dimanche de décembre, Juliette est venue à Albi. Pas pour une grande occasion. Pas pour une réconciliation mise en scène avec des bougies et des discours préparés. Elle est venue un dimanche ordinaire de début d'hiver, par une route qu'elle connaissait depuis l'enfance, avec dans son sac une recette de galettes aux noix de Cahors qu'elle avait adaptée d'un livre du XIXe siècle qu'elle avait restauré pour une bibliothèque privée de Figeac. Elle a garé sa voiture rue des Marchands à 9 heures du matin. Elle a sonné à la porte comme n'importe qui sonne à une porte. Et quand j'ai ouvert, elle m'a tendu un petit paquet enveloppé dans du papier brun avec une ficelle de cuisine. J'ai fait du café. Irène est descendue de sa chambre quelques minutes plus tard, les cheveux encore défaits, dans sa robe de chambre bleue, et elle s'est arrêtée une fraction de seconde sur le seuil de la cuisine quand elle a vu Juliette assise à la table. Cette fraction de seconde a contenu beaucoup de choses. Et puis Irène a dit bonjour, et Juliette a dit bonjour, et j'ai posé une troisième tasse sur la table. Ce n'était pas simple. Je ne veux pas vous raconter une version arrangée où les retrouvailles ont été parfaites et évidentes, comme dans les histoires qui finissent trop proprement. Ce premier dimanche a eu des silences maladroits et des sujets qu'on a évités et des moments où personne ne savait comment continuer la phrase qu'elle venait de commencer. Irène a renversé du café sur la table en voulant passer le sucrier. Juliette a ri. Un rire bref, inattendu, qui a surpris tout le monde, y compris elle. Et ce rire a rendu quelque chose possible. Nous avons préparé la galette ensemble. C'était la première fois depuis 14 ans que je cuisinais avec mes 2 filles dans la même cuisine. La cuisine de la rue des Marchands avec ses tommettes rouges et son horloge en émail blanc et ses placards qui portent encore l'odeur de tout ce qui y a été préparé depuis des décennies. Juliette connaissait la disposition des tiroirs par cœur. Elle a trouvé le rouleau à pâtisserie sans chercher, dans le 3e tiroir à gauche de l'évier, là où il a toujours été. Ce genre de mémoire corporelle, la mémoire des maisons d'enfance, ne disparaît pas. Elle dort et elle se réveille quand le corps la rappelle. Les mois qui ont suivi ont ressemblé à ça, des dimanches. Pas tous les dimanches, parce que la vie de Juliette était à Cahors et qu'elle avait son travail et ses habitudes construites sur des années de solitude choisies, des habitudes qu'on ne défait pas d'un coup. Mais une fois par mois, parfois 2, elle venait à Albi. Ou bien c'est moi qui allais à Cahors, seule dans ma voiture sur la route du Lot, avec les vignes rousses ou vertes selon la saison. Ces voyages sont devenus quelque chose que j'attendais. Une ponctuation douce dans le calendrier. Avec Irène, c'était plus lent. Les sœurs avancent différemment d'une mère et sa fille. Il y a entre des sœurs une histoire parallèle que les parents ne voient pas entièrement. Une histoire faite de rivalité et de complicité et de vieilles blessures latérales qui ne ressemblent pas aux blessures verticales entre parents et enfants. Irène et Juliette n'ont pas soudainement retrouvé le fil de leur relation comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas ce que la vie fait. Ce qu'elles ont fait, c'est commencer à construire quelque chose de nouveau avec les matériaux de ce qu'il restait. Et les matériaux de ce qu'il restait n'étaient pas mauvais. Ils étaient simplement différents de ce qu'ils avaient été. Je regarde Irène maintenant et je vois une femme qui a posé quelque chose d'immense. La honte qu'elle portait depuis 10 ans avait une forme physique dans sa façon de tenir ses épaules. Cette posture légèrement rentrée que je connaissais depuis ses 7 ans. Cette posture s'est transformée progressivement au fil des mois qui ont suivi la médiation. Pas disparue, parce qu'on ne dépose pas comme ça quelque chose qu'on a porté aussi longtemps. Mais moins présente. Comme si le corps commençait à apprendre, qu'il n'avait plus à protéger ce qui avait été dit. Irène a décidé d'elle-même de s'éloigner de toute gestion d'affaires familiales pour un temps. Ce n'était pas une punition. C'était une décision qu'elle a prise seule, avec cette même volonté de régler les choses pratiquement qui avait toujours été sa façon d'être, mais orientée cette fois vers elle-même. Elle a commencé à travailler comme comptable pour une association locale, un travail régulier et circonscrit avec des frontières claires entre ses responsabilités et celles des autres. Elle a dit que ça lui faisait du bien de ne pas avoir à tout porter. Je l'ai cru.
La situation avec Maupas a pris du temps à se résoudre. Les choses légales prennent toujours plus de temps qu'on ne le voudrait. L'avocat que Maître Rieux avait recommandé a examiné le contrat et a effectivement trouvé plusieurs points contestables, notamment l'absence de signature de Juliette en tant que co-gérante et certaines formulations ambiguës sur la durée et l'étendue des droits cédés. Les négociations avec Maupas ont duré plusieurs mois. Maupas n'était pas un homme mauvais. Il avait utilisé ce que le contrat lui permettait d'utiliser, sans nécessairement avoir anticipé toutes les conséquences. Quand il a compris que la famille avait maintenant un dossier documenté et une représentation légale sérieuse, il a accepté de renégocier. L'accord final a limité ses droits à une durée déterminée et a inclus une rétrocession symbolique sur les ventes passées. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Je dis honnête et c'est peut-être le mot le plus important que j'ai utilisé dans toute cette histoire. L'honnêteté n'est pas toujours confortable. Elle n'est pas toujours rapide. Elle ne répare pas tout instantanément, mais elle crée les conditions dans lesquelles la réparation devient possible. Sans elle, on tourne en rond dans des demi-vérités qui s'accumulent jusqu'à ce qu'elles pèsent plus lourd que la vérité elle-même. Je dois faire une pause ici, parce que vous êtes arrivés très loin avec moi dans cette histoire et je veux vous le dire directement. Vous avez suivi cette vieille femme de la rue des Marchands d'Albi à travers 14 ans de silence, une lettre cousue dans une reliure, une salle de médiation à Toulouse, des kilomètres de route entre le Tarn et le Lot. Vous avez été patient avec moi. Vous avez écouté. Et cela compte, vraiment, profondément. Alors dites-moi encore une fois d'où vous regardez. Je voudrais savoir quel chemin vous avez fait pour arriver jusqu'ici. Quelle ville, quelle région, quel pays peut-être? Est-ce qu'il fait nuit chez vous ou est-ce le matin? Est-ce que vous regardez seul ou avec quelqu'un? Mettez-le dans les commentaires parce que je les lis vraiment tous. Et si vous n'avez pas encore laissé un j'aime, faites-le maintenant pour que cette histoire continue d'être entendue. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et certaines d'entre elles, je peux vous le promettre, parlent de choses que vous n'avez peut-être encore entendues nulle part. Partagez ce récit avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui attend une conversation qu'il n'arrive pas à commencer. Peut-être que cette histoire peut l'aider à commencer. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui s'est passé en mai, 6 mois après la médiation. C'était un samedi de fin de printemps, et le jardin de ma voisine, Mathilde, avait ses premières roses. J'avais ouvert la fenêtre de la cuisine, et l'air qui entrait sentait la pierre chaude et les fleurs et quelque chose de propre que seul le mois de mai sait faire. Juliette était venue la veille pour rester le week-end, la première fois qu'elle dormait rue des Marchands depuis 14 ans. Elle avait dormi dans sa chambre d'enfant que j'avais gardée telle qu'elle. Pas par sentimentalisme paralysant, mais parce que je n'avais jamais eu de raison de la changer. Et peut-être aussi parce qu'une partie de moi avait toujours su que ça ne durerait pas, cette absence, même quand je n'avais pas osé le penser clairement. Le matin du samedi, nous avons décidé toutes les trois de faire le gâteau aux noix. Pas pour une occasion particulière. Pas pour prouver quelque chose, ou célébrer quelque chose, ou refermer symboliquement quoi que ce soit. Juste parce que c'était mai, et que les noix de l'automne précédent étaient encore bonnes, et que la cuisine de cette maison avait besoin qu'on y prépare ce gâteau. Irène a sorti les noix du placard. Juliette a trouvé l'eau-de-vie de prune dans le buffet où elle a toujours été. J'ai pris le cahier de recettes de ma mère sur l'étagère, et je l'ai posé ouvert sur le comptoir, à la page du gâteau aux noix, cette page avec l'écriture serrée de ma mère et ses annotations dans les marges, les petites notes sur la torréfaction et sur le temps de cuisson selon la taille du moule. Nous avons préparé ce gâteau ensemble pendant 1h30. 3 femmes dans une petite cuisine aux tomates rouges, avec le bruit de l'horloge en émail blanc et l'odeur des noix qui torréfient à sec dans la poêle. Juliette torréfiait les noix avec cette patience qu'elle a toujours eue pour les longues préparations, en tournant la poêle lentement pour que la chaleur soit uniforme. Irène pétrissait la pâte avec ses mains efficaces, les mains de quelqu'un qui n'a pas peur du travail direct. Et moi, je regardais mes 2 filles adultes dans ma cuisine et je pensais à toutes les choses qu'on ne peut pas récupérer et à toutes celles qu'on peut encore faire. Quand le gâteau est sorti du four, nous l'avons laissé refroidir sur la grille. L'odeur qui a empli la maison était exactement l'odeur dont je me souviens depuis mes 40 ans,
depuis les dimanches où ma mère venait dîner et apportait son gâteau dans un torchon propre. Cette odeur de noix et d'eau-de-vie et de beurre chaud qui s'accroche aux murs et aux rideaux et qui reste après que tout le monde est parti. J'ai pris le cahier. Je l'ai ouvert à la dernière page, celle avec la phrase de ma mère. Et j'ai sorti de mon tablier une petite enveloppe, celle que Juliette avait cousue dans la reliure. La lettre du 18 novembre 2012. Je l'avais gardée depuis la nuit où elle était tombée sur les tomates. Je l'avais gardée dans le tiroir de ma table de nuit, pliée dans sa propre enveloppe, à côté des quelques photographies de Georges que je garde là depuis sa mort. J'ai posé la lettre à côté de la phrase de ma mère. Les deux écritures sur la même page. L'écriture serrée de ma mère et l'écriture ronde de Juliette. La sagesse d'une génération et l'appel à l'aide d'une autre. Juliette m'a regardé faire. Elle n'a rien dit. J'ai fermé le cahier. Et nous avons coupé le gâteau. Ce que j'ai appris de tout cela, je voudrais vous le dire maintenant directement, avec les mots les plus simples que je trouve. Parce que les choses importantes méritent des mots simples. J'ai appris que le silence dans les familles ne protège jamais ce qu'il prétend protéger. Il nous donne l'impression de maintenir la paix, mais en réalité, il fait travailler la douleur dans l'obscurité, là où elle grossit, sans qu'on puisse la voir. J'ai appris qu'on peut aimer quelqu'un et lui faire du mal en même temps, pas par malveillance, mais par peur, et que cette réalité ne rend pas le mal moins réel, mais elle le rend plus compréhensible et donc plus réparable. J'ai appris que les objets portent de la mémoire de façon étrange, et que parfois ce sont eux qui font le travail que les mots n'ont pas pu faire. Un cahier qui tombe, un fil qui se défait, une lettre qui attend. J'ai appris aussi quelque chose sur moi-même que j'aurais préféré ne pas avoir à apprendre. J'ai appris que j'avais accepté des explications incomplètes parce que les explications complètes m'auraient obligé à agir, et que l'action aurait impliqué un risque que je n'étais pas certaine de vouloir prendre. J'avais préféré la douleur tranquille de l'absence à la douleur active de la vérité. Et cette préférence avait un coût que je n'avais pas calculé, parce que je ne voulais pas le calculer. Je vous dis cela non pas pour vous accabler avec les erreurs d'une vieille femme, mais parce que je pense que beaucoup d'entre vous reconnaissent quelque chose là-dedans. La tendance à accepter les récits qu'on nous tend, parce que les remettre en question demanderait une énergie qu'on n'a pas toujours. La préférence pour l'inconfort connu sur l'inconfort inconnu de la vérité. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'humanité. Mais c'est de l'humanité qu'on peut regarder en face et décider de dépasser. J'ai 74 ans. Je n'ai plus le temps de remettre à demain les conversations qui comptent. Et si je vous dis cela, c'est parce que j'aimerais que vous l'entendiez avant d'avoir 74 ans vous aussi. Avant que le cahier tombe tout seul parce que personne n'a eu le courage de l'ouvrir. Il y a une phrase que Juliette m'a dite pendant l'une de nos visites à Cahors, un après-midi de mars, où nous regardions le lot depuis sa fenêtre et où la lumière avait cette qualité particulière de la lumière de printemps sur une rivière qui reflète à la fois le ciel et les pierres. Elle m'a dit que restaurer des livres anciens lui avait appris quelque chose sur les familles. Elle m'a dit que les vieux livres abîmés ne sont jamais perdus. Ils sont seulement en attente de quelqu'un qui prend le temps de regarder vraiment ce qui peut encore être sauvé et ce qui doit être refait. Et que la plupart du temps, il y a beaucoup plus à sauver qu'on ne le pensait au premier regard. Je garde cette phrase avec moi maintenant. Je la garde comme je garde la lettre dans le tiroir de ma table de nuit et comme je garde le souvenir de l'odeur du gâteau aux noix le matin du mois de mai quand mes 2 filles adultes étaient dans ma cuisine. Mopa a arrêté de produire le gâteau commercialement à la fin de l'accord de renégociation. Je ne sais pas si c'était une décision économique ou autre chose. Je ne lui ai jamais parlé directement. Ce n'était pas nécessaire. Ce qui était nécessaire avait été fait dans la salle de médiation de Toulouse et dans les mois de travail légal qui avaient suivi. Le gâteau aux noix de ma mère est redevenu entièrement le nôtre, pas comme une victoire, pas comme une revanche, mais comme une vérité remise à sa place. Je vous dis tout cela et je réalise qu'il y a une chose que je n'ai pas encore dite. La chose peut-être la plus importante de toute cette histoire. Plus importante que le contrat, plus importante que les lettres interceptées, plus importante même que la phrase de ma mère sur la dernière page du cahier. La chose la plus importante, c'est que Juliette est revenue. Pas comme avant. Elle ne vit pas à Albi. Elle vit à Cahors et elle continuera à vivre à Cahors
parce que cette ville est devenue sa ville, et sa vie là-bas est une vraie vie, avec du travail, et des amis, et des habitudes qui lui appartiennent. Elle n'est pas revenue pour remplir l'espace qu'elle avait laissé vide. Elle est revenue pour occuper l'espace qu'elle occupe maintenant, qui est différent de ce qu'il était, mais qui est réel. Mais elle était revenue. Et quand mon téléphone sonne certains matins avec son numéro sur l'écran, quand j'entends sa voix qui dit « Bonjour maman » avec ce ton qu'elle a, légèrement plus grave qu'il y a 20 ans, posé et attentif, quelque chose dans ma poitrine s'allège d'une façon que je ne saurais pas expliquer autrement qu'en disant que c'est le poids d'une absence qui se lève. On s'habitue tellement au poids de ce qu'on ne peut pas changer qu'on ne remarque plus qu'on le porte. Et puis le poids s'en va, et on réalise combien il pesait. Je prépare encore le gâteau aux noix. Je le prépare différemment maintenant. Je le prépare avec le cahier ouvert sur le comptoir à la page de la recette, et je lis les annotations de ma mère dans les marges, et je m'y conforme avec une attention nouvelle, comme si je redécouvrais quelque chose que j'avais regardé sans vraiment voir. Et parfois, quand je torréfie les noix et que l'odeur commence à monter, je pense à ma mère dans sa cuisine de Carmaux, avec ses mains de femme qui ne gaspille rien, et je lui dis merci en silence pour la phrase qu'elle a écrite sur la dernière page d'un cahier en 1997, pour des raisons qu'elle n'aurait peut-être pas su expliquer elle-même. Je suis presque au bout de cette histoire. Mais avant de finir, je veux vous parler encore une minute, parce que vous avez été là depuis le début, et c'est rare, vraiment rare, de trouver des gens qui restent jusqu'au bout. Alors si vous êtes encore là, si vous avez suivi cette histoire d'une grand-mère d'Albi, et d'un cahier de recettes, et de 14 ans de silence, et d'une lettre cousue dans une reliure, je voudrais vous poser une dernière question. Pas une question sur mon histoire. Une question sur la vôtre. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie à qui vous devez une conversation? Pas une dispute. Pas un règlement de compte. Juste une conversation honnête, posée, la sorte de conversation qui ne commence que quand on décide d'être plus honnête que prudent. Est-ce que cette personne existe dans votre vie? Est-ce que vous savez qui elle est? Je ne vous demande pas de tout régler aujourd'hui. Je vous demande seulement de nommer, pour vous-même, cette personne et cette conversation qui attendent. Mettez quelque chose dans les commentaires si vous voulez. Un prénom, une initiale, un seul mot. Ou simplement dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous, parce que j'aime savoir que cette vieille femme n'est pas seule dans ce grand monde avec ses histoires. Laissez un j'aime si ce récit vous a accompagné quelque part. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui a son propre cahier de recettes avec un fil cousu sur la reliure et une vérité cachée à l'intérieur. Et abonnez-vous si vous voulez revenir demain, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Et chacune d'elles parle d'une façon ou d'une autre de la même chose, de ce que nous nous faisons les uns aux autres quand nous nous aimons, de ce que nous nous faisons aussi quand nous n'osons pas. Juliette est venue à Albi il y a 3 semaines. C'était un dimanche ordinaire d'automne. Elle a apporté une recette nouvelle qu'elle avait trouvée dans un livre de cuisine du XVIIIe siècle qu'elle restaurait, une recette de tourte aux poires et au fromage de brebis qui n'existait plus nulle part ailleurs. Nous l'avons préparée ensemble, Irène, Juliette et moi, en improvisant là où le texte original était trop vague, en goûtant et en corrigeant et en riant de ce qui ne marchait pas. La tourte était étrange et bonne à la fois. Pas parfaite. Les poires avaient rendu trop de jus et le fond était un peu humide. Mais elle était vraie, cette tourte. Elle avait été faite par des mains réelles, dans une cuisine réelle avec des femmes réelles qui ne font pas semblant d'être en paix, mais qui sont en train d'apprendre à l'être. Après le repas, Juliette a rangé la recette dans le cahier de ma mère. Pas dans une pochette glissée à l'intérieur. Pas cousue dans une reliure. Collée proprement sur une page blanche qu'il restait à la fin, avec la date d'aujourd'hui et sa propre écriture ronde au-dessus. Une recette qui n'est pas de ma mère, mais qui est maintenant dans le cahier de ma mère. Une nouvelle page dans une vieille histoire. Je pense souvent à ce fil blanc défait sur la reliure de la couverture en tissu crème. Ce fil que Juliette avait cousu un soir de novembre 2012 dans le bureau au premier étage de la pâtisserie, avec la machine à coudre qui servait aux emballages. Elle avait cousu une lettre dans un cahier de recettes parce qu'elle n'avait pas trouvé d'autre endroit où mettre une vérité qu'elle n'était pas encore capable de dire à voix haute. Et pendant 12 ans,
Ce fil avait tenu. Et puis le cahier était tombé, et le fil s'était défait sur quelques millimètres, et tout ce qu'il retenait s'était libéré. Les vérités tiennent longtemps. Elles tiennent plus longtemps qu'on ne le souhaite parfois, mais elles finissent toujours par se libérer. La question n'est pas de savoir si elles se libéreront. La question est de savoir si nous serons prêts à les recevoir quand elles le feront. Si nous aurons la force de rester assis à cette table, dans cette cuisine qui sent le beurre et les années, et d'écouter ce que nous n'avions pas encore su entendre. La leçon que je vous offre ce soir, la leçon que ce cahier de recettes et mes 2 filles et ma mère m'ont apprise, c'est celle-ci. Les histoires de famille ne s'écrivent pas une seule fois. Elles s'écrivent et se réécrivent tout au long des vies, avec des mains différentes, à des moments différents, sur des pages différentes du même cahier. Ce qui a été mal noté peut être annoté dans la marge. Ce qui a été caché peut être mis à la lumière. Ce qui a été séparé peut être relié différemment, pas comme avant, mais différemment, avec des nœuds plus honnêtes et une couture qu'on n'a pas besoin de cacher. Et si vous avez une page blanche dans votre propre cahier, une page sur laquelle vous n'avez pas encore écrit parce que vous ne savez pas quoi y mettre ou parce que vous avez peur de ce que cela changerait, je vous dis ceci, avec tout ce que j'ai appris en 74 ans de vie et en 14 ans d'une absence qui m'a coûté plus que je ne peux le dire. Écrivez. Imparfaitement si nécessaire. Honnêtement si vous le pouvez. Mais écrivez. Parce que les pages blanches ne restent blanches que si personne n'ose y poser la main. C'est ainsi que se termine l'histoire de Madeleine Soubeyran, de ses 2 filles, et d'un cahier de recettes qui cachait bien plus qu'une recette de gâteau aux noix. Si vous avez vraiment écouté, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette histoire avec cette vieille femme et son tablier bleu à carreaux et sa cuisine aux tomates rouges, je vous demande une dernière chose. Laissez un commentaire avec le mot « cahier ». Juste ce mot. Parce que ceux qui ont vraiment écouté sauront pourquoi ce mot compte. Ceux qui ont compris pourquoi un cahier de recettes peut porter une vie entière de secrets et d'amour et de vérité qui attendent leur moment. Et puis laissez un j'aime si cette histoire a changé quelque chose dans votre façon de penser, même une petite chose, même un début de quelque chose. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et abonnez-vous parce que demain, il y a une nouvelle histoire, et après-demain aussi. Et chaque jour, une vieille femme quelque part a quelque chose à raconter qui vaut la peine d'être entendue. Du cœur de cette maison de la rue des Marchands à Albi, du cœur de ces tomates rouges et de cette horloge en émail blanc qui tic-tac patiemment depuis des décennies, du cœur de cette cuisine qui sent toujours le beurre et les années, et maintenant aussi les poires et le fromage de brebis, d'une recette du XVIIIe siècle trouvée dans un livre restauré par ma fille à Cahors. Merci. Merci d'avoir été là. Prenez soin des gens que vous aimez. Et si vous avez quelque chose à leur dire, ne le cousez pas dans une reliure. Dites-le.